RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Saralou Bakouche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous l'attendez chaque semaine, votre Café des Sports est servi. Ce café, il est bien rempli, à ras-bord même. Donc je demanderai à nos consultants d'être concis aujourd'hui. On va parler de la Coupe du Monde 2034, quasiment attribuée d'office à l'Arabie Saoudite. Et puis comme chaque semaine, un petit coup d'œil aux affiches du week-end. En Allemagne, un classiqueur déséquilibré. En France, un OM Lille sur fond de sanctions et de tensions. Et puis nous ouvrirons, pour votre plus grand bonheur, messieurs, une grande page Liga avec un focus sur les forces du Real et sur celles du Barça, plus jeunes mais qui pourraient bien renouveler l'opposition historique entre ces deux clubs. Et puis nous terminerons évidemment par les cartons, ceux de vous, chers auditeurs, et puis ceux de nos consultants autour de cette table. Notre plateau est parfait pour ces sujets. Aujourd'hui, nous accueillons François David, notre correspondant chez nos amis catalans. Bonjour François. Bonjour Saralou. Autre ami catalan, Xavier Barré. Bonjour Xavier. Bonjour Saralou, salut à tous. Très heureux d'avoir François à mes côtés aujourd'hui. Pour vous épauler, On parce pas que trop de deux. Oui, je crains que vous ne soyez en minorité aujourd'hui, Rémi Ngono. Seule madrilène autour de cette table. Un salion avale sans mouton. Vous le savez très bien. Voilà les pauvres Catalans, C'est gentil, balayés ça. par les Madrilènes. C'est gentil. Club de losers, soyez les bienvenus. Et vous comptez bien nous le prouver aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Pierre-Olivier Guérin et Monsieur David Finzel. La réalisation sonore est assurée par Laurent Salerno. La réalisation vidéo, elle, est signée Souel Kedir et Adrien Toureau. Allez, on s'installe. C'est l'heure de déguster notre café des sports. Et le coup d'envoi, c'est maintenant. Messieurs, est-ce que vous êtes déjà allés en Arabie Saoudite ? Non, je suis allé dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, mais pas en Arabie Saoudite. Aucun d'entre vous autour de cette table ? Par sorcellerie, j'y arrive la nuit. C'est ce qui risque de vous arriver en 2034 puisque le pays est proche d'accueillir la Coupe du Monde de football. En début de semaine, la Fédération australienne de foot a annoncé d'abandonner son projet d'organisation du Mondial 2034. Le Royaume saoudien est officiellement seul candidat en lice et devrait bien accueillir l'événement. Normalement, la désignation aurait dû avoir lieu en mai 2024, mais Gianni Infantino, le président de la FIFA, a court-circuité les canaux en annonçant sur ses réseaux sociaux l'Arabie Saoudite comme pays organisateur. Alors ça, c'est l'aboutissement d'une candidature minutieusement préparée avec Xavier Barré comme partie visible le recrutement de nombreuses stars, notamment cet été. Oui, alors ça, c'est pour le championnat saoudien. C'est un coup de pub, j'allais dire un coup de pub supplémentaire qu'ils ont fait. Mais là où ils ont été le plus efficaces, ça a été dans le lobbying. Depuis de longs mois, pour pas dire de longues années, les Saoudiens préparent cette candidature. Et ils voulaient la Coupe du Monde pour 2030. Et lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, ils avaient d'ailleurs mis un coup de pression sur Infantino, puisqu'ils sont aussi bailleurs de fonds du football mondial par différents biais. Ils avaient dit, voilà, on veut la Coupe du Monde en 2030. Et Infantino leur a dit, ça va être compliqué en 2030 parce que 2022 au Moyen-Orient, il faut que ça aille dans d'autres continents avant de revenir. Donc 2036, on a mis toute l'Amérique du Nord d'un coup. Et 2026, pardon, et 2030... là, il a sorti de son chapeau ce qu'on a dénoncé d'ailleurs dans cette émission la dernière fois, à savoir, il y avait une candidature Portugal, Espagne, Maroc, donc tout le monde. Deux candidats ensemble, deux continents ensemble, pardon, la France, l'Europe et l'Afrique, c'est très bien. Et ils ont rajouté des matchs en Argentine, au Chili et en Uruguay. Comme ça, tout le monde est servi et on peut revenir au Moyen-Orient en 2034. Donc c'est un tour de passe-passe d'Infantino pour servir cette Coupe du Monde aux Saoudiens. Il y avait une candidature australienne avec notamment l'Indonésie comme autre pays pour la co-organiser qui s'est retirée. Les Australiens ont dit seul on ne peut pas y aller. Et du coup, voilà, la Coupe du Monde arrive à l'Arabie Saoudite seule, alors qu'il y a quelques mois, ils avaient envisagé une candidature avec l'Égypte et la Grèce. Et là, finalement, ils vont l'avoir tout seuls. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça. Au moins, que ce soit dans un seul pays comme avant. En termes d'empreinte carbone, vous voulez dire ? Voilà, ce sera quand même différent de... C'est ça, c'est déjà ça. De 2030, au moins, c'est déjà ça.
Alors, je suis pas fan de l'Arabie Saoudite, au contraire, mais bon, on parle quand même. Vous pouvez le dire si c'est le cas. Hein. Non, 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 non. Le truc, c'est que on a quand même l'équipe du Moyen-Orient la plus représentative, la plus forte quand même ces dernières années en Coupe du Monde. Enfin, on a quand même une équipe qui est là au niveau sportif. Régulièrement, ils sont là, ils font des résultats, ils ont battu l'Argentine. Alors après, qu'on dénonce que le lobbying, ce qu'ils ont fait depuis des années, j'entends très bien. Ça montre aussi tout l'investissement que vous avez dit, Sarah Lou, qu'ils ont fait cet été. C'est pas prêt de s'arrêter. Hein, c'est pas prêt de s'arrêter. Ils vont continuer au moins jusqu'en 2034. Bon, c'est l'Arabie Saoudite, c'est tout sauf une surprise en tout cas. C'est aussi une manière de travailler le soft power saoudien. Rémi, depuis 2021, selon le Guardian, le Royaume aurait dépensé 6 milliards d'investissements dans le sport en général. Et avec cette attribution pour le mondial de 2034, qu'est-ce que ça signifie en termes de bouleversement des équilibres du football? Ça prouve une fois de plus aujourd'hui que le football a un carburant qui s'appelle l'argent. Parce que lorsque vous essayez de regarder la Coupe du Monde au Qatar, on va quand même se dire qu'on quitte de la Russie qu'on disait avoir beaucoup dépensé, 11 milliards 300 millions d'euros, pour organiser une Coupe du Monde. Et on atterrit au Qatar qui vous dépense 220 milliards. Donc, vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Donc, on est passé à une étape supérieure. On ne peut donc plus redescendre parce qu'aujourd'hui, la FIFA est devenue presque une véritable banque d'affaires où, justement, le football, les joueurs sont utilisés comme de la marchandise. Donc, aujourd'hui, quand on essaie de regarder, ce n'est pas seulement le football, et d'ailleurs, vous avez dit ça, le soft power, c'est pratiquement le pétrole qui est réinjecté dans le sport pour laver une image qui était un peu noirâtre par rapport aux droits de l'homme. Aujourd'hui, vous retrouvez quand même une compétition. Par exemple, quand on vous parlait du Dakar, ça se jouait entre la France, ça se roulait entre la France et l'Afrique, le Sénégal. Aujourd'hui, le Dakar, depuis 2020, organisé en Arabie Saoudite. La Formule 1 aussi. La Formule 1 est également organisée là-bas. Et d'ailleurs, vous avez pu voir le dernier combat de Ngannou. Oui. Qui a été organisé là-bas. Avant lui, il y avait déjà aussi Joshua qui avait aussi fait 2 combats là-bas, sans pour autant oublier qu'il n'y a pas seulement ça. Vous aurez même la Coupe d'Asie et même les Jeux d'hiver de l'Asie qui sont organisés là-bas dans un pays. Oui, tenez-vous tranquille, où la température est à 50 degrés Celsius. C'est en hiver, c'est en hiver. Non, c'est qu'ils ont construit. Ils sont en train de construire une nouvelle ville, Neom. C'est-à-dire que Neom qui va accueillir justement les trucs d'hiver et comme ça et tout et tout et tout. Donc aujourd'hui, c'est le pouvoir de l'argent qui parle. Ce n'est plus que vous venez parce que vous jouez bien au football et vous faites ceci ou bien parce que c'est ceci. Aujourd'hui, vous avez une bonne enveloppe. Vous regardez Infantino, Infantino vous dit, c'est à vous la Coupe du Monde. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, nous pouvons dire, droits de l'homme, nous pouvons parler de ceci, de cela, de tout. En Argentine, en 78, on ne peut pas dire que c'était... On va refaire l'histoire. On est aujourd'hui dans une période où il y a eu, pour la Coupe du Monde 2018, attribuée à la Russie, il y avait l'Angleterre qui était candidate, qui s'est fait squeezer. Et pour la Coupe du Monde 2022, il y avait le Japon qui est revenu, il y avait l'Australie qui était candidate également, il y avait les États-Unis qui finalement l'ont pour 2026. Donc il y a d'autres pays candidats dans d'autres régions du monde. Mais parce qu'ils savent très bien que face à l'influence saoudienne, il n'y avait aucune possibilité. Parce que l'Arabie Saoudite a mis beaucoup d'argent dans le football mondial depuis de nombreuses années, et pas que dans le football, d'ailleurs dans le sport aussi, tu l'as dit, la Formule 1 notamment. Le basket, voilà. Ils accueillent des matchs. Et il faut bien voir que l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar puissance 10. Parce qu'ils ont beaucoup plus... Ils ont de l'argent comme le Qatar, mais ils en ont beaucoup plus. C'est beaucoup plus grand. Et donc, du coup, ils ont une puissance financière colossale. Donc, aujourd'hui, dans un sport, comme le dit Rémi Ngono, où l'argent est devenu déterminant, eh bien, quand vous avez la puissance financière des Saoudiens, personne ne peut s'aligner. Mais alors, François David, qu'est-ce que ça signifie, ça, pour l'avenir du football, en règle générale, quand on voit ce genre d'attribution? Moi, je garde quand même un côté romantique. J'espère que l'Angleterre va l'avoir un jour. Ce serait bien. Ou le Japon. Ils auront l'Euro déjà en 2028. Ou un pays asiatique, pourquoi pas maintenant. C'est un pays asiatique qu'il a en 2028. Oui, c'est vrai, d'Extrême-Orient. Arrêtez-vous un peu. Non, mais le continent qui donne plus à la FIFA, c'est quand même l'Afrique.
avec le plus grand nombre de fédérations, vous me parlez, le Japon, peut-être l'Angleterre et tout et tout. L'Europe a eu combien de fois? Là, le Maroc, ils vont l'avoir. Il faut qu'on élimine déjà ils vont l'Europe. l'avoir. Il faut qu'on élimine l'Europe. Il faut qu'on revienne à l'Afrique parce que ce qu'on vient de faire au Maroc, c'est une escroquerie. Aujourd'hui, nous voyons des infrastructures également qui sont au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, on peut aussi co-organiser en Afrique. Mais moi, je suis Ce d'accord. qu'on vient de faire là, aujourd'hui, on est en train de développer le football au Moyen-Orient. Or, Infantino a été élu avec les voix d'Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il va développer le football ailleurs et il nous dit, vous allez plutôt organiser une drôle de compétition qu'on appelle la Super League et qu'on sort au niveau de l'Afrique. Moi, je dis aujourd'hui, si Infantino a dit qu'il faut une rotation au niveau de l'organisation de la Coupe du Monde, l'Afrique ne peut pas se contenter d'une seule Coupe du Monde pour honorer Nelson Mandela en 2010. Aujourd'hui, une soi-disant centième de Coupe du Monde au Maroc. Vous verriez quoi, par exemple, comme co-candidature pour l'Afrique? Et bien évidemment, il faut avoir... Vous verriez quoi? C'est-à-dire que je regarde, par exemple, un pays comme l'Égypte, qui d'ailleurs était positionné avec justement cette Arabie Saoudite. Je vois même l'Algérie. Pourquoi pas? Aujourd'hui, beaucoup d'autres pays africains ont déjà eu à développer des infrastructures. Même le Cameroun aujourd'hui a des stades qui peuvent accueillir, qui sont validés par la FIFA. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas co-organiser ces compétitions là-bas? Mais malheureusement, Infantino, moi je dis, il est à la poursuite de l'argent. Il y a un proverbe africain qui dit que, bien évidemment, un proverbe africain dit mieux vaut 100 orateurs mauvais qu'un seul riche qui va acheter tout le monde. Non. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Si l'Arabie Saoudite est aussi riche, c'est parce qu'ils ont le pétrole et que ce pétrole, ils le commercialisent très bien. Nous, actuellement, en Europe, mais je pense que c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres régions du globe, on paye très cher notre carburant pour mettre dans les voitures. Et qui est-ce qui refuse d'augmenter la production pour maintenir le cours et donc ses bénéfices? C'est les Saoudiens qui sont les leaders de l'OPEP. Donc, il ne faut pas que les gens qui écoutent cette émission et qui disent « Ouais, mais c'est bien », il ne faut pas se leurrer. C'est nous aussi qui, indirectement, payons cette Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Je vous propose qu'on quitte les gros sous et qu'on passe aux belles affiches de ce week-end, si cela vous va. Ça vous va? Ça vous va, Rémi Ngono? Oh oui, on peut passer aux belles affiches. Affiches. Allez, on passe aux belles affiches de ce week-end. J'espère. Pas encore. Ah non, pas encore, pas tout de suite. Aux belles affiches de ce week-end et on va débuter en Allemagne. Le classiqueur en Bundesliga, c'est Dortmund-Bayern. Ce sera samedi à 17h30, temps universel. Le Bayern est deuxième du championnat, Dortmund est quatrième. Alors, est-ce que ce match s'annonce très serré et surtout, est-ce que ce match reste une grosse affiche en Allemagne, François David? Ah bah oui, bien sûr. Bah, ça reste quand même une affiche européenne d'importance entre deux équipes de Ligue des Champions. Maintenant... On peut s'attendre à ce que le Bayern ait une réaction d'orgueil. Après, le Barça aussi, mais on verra après. Probablement le Bayern, on peut qu'ils aient une réaction d'orgueil et qu'une fois de plus, ce soit Dortmund qui paye les pots cassés. C'est un petit peu toujours le schéma en Allemagne. Dortmund y croit, à chaque fois ils perdent au final. Donc peut-être qu'il va y avoir une réaction de Dortmund aussi, ou au moins une tentative de prendre un petit peu sa revanche sur le Bayern. Maintenant, moi j'y crois pas et je pense que de toute façon on n'y est pas encore. C'est le début de saison. Mais le Bayern reste supérieur. Même si le Bayern, quand même, s'est fait sortir de la coupe en début de semaine par une équipe de Détroit. Ils se sont inclinés 2-1. C'est la troisième fois sur les 4 dernières années que le Bayern Munich échoue à ce stade-là de la compétition, messieurs. La saison passée, ils étaient tombés en quart de finale contre Fribourg. Mais le Bayern enregistre tout de même 9 victoires sur les 10 derniers classiqueurs. 9 victoires et 1 nul sur ces 10 derniers. Donc, monsieur Xavier Barré... Il faut rappeler que le Bayern qui a été éliminé par Saarbrück, c'était un Bayern mixte avec beaucoup de remplaçants. Oui, avec Harry Kane sur le banc. Qui est resté sur le banc jusqu'à la dernière seconde. Bon, ils se sont fait avoir par cette équipe de Saarbrück qui a joué crânement sa chance et qui a marqué le but de la qualification à la toute dernière minute. 96e, ouais. Donc bon, c'est le propre de la coupe. Et comme vous le rappeliez, Sarah Lou, le Bayern, ces 2 dernières saisons, c'est pas eux qui l'ont eu, c'est Leipzig qui a profité du fait que le Bayern se fasse éliminer plus tôt. Donc, on a un Bayern qui aujourd'hui a un autre objectif.
Mais c'est pas le seul. Dans d'autres compétitions, notamment en Coupe de la Ligue, par exemple en Angleterre, Manchester City, Manchester United, Arsenal sont éliminés. Donc aujourd'hui, pour les grands clubs européens, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Ouais. C'est la Ligue des Champions. Donc le Bayern, ils avaient mis les remplaçants Donc, pour faire United, tourner. c'est aussi son objectif, hein. C'est un grand club. Hein. Ils sont Bon, aussi en Ligue des continue. Champions, mais on en reparlera. Mais donc du coup, là, ils ont laissé filer. Ils vont pas laisser filer 2 matchs. Oui. Et Dortmund, pour les avoir vus au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, ils ont perdu 2-0. C'est une bonne équipe, mais ils n'ont pas les atouts pour rivaliser avec le Bayern. Et la saison dernière, où un Bayern très moyen leur a laissé la possibilité d'être champion, à la dernière journée, chez eux, au Westfalenstadion, devant 80 000 spectateurs, ils n'ont pas été capables de craquent comme gagner. d'hab. Et ils Voilà. font 2-2, et du coup, ils laissent le titre au Bayern. Donc malheureusement... Parce que pour le sport, ce serait mieux que le Bayern ait un vrai challenger. Je crains qu'encore une fois, Dortmund n'y arrive pas. Mais Rémi, malgré tout, le Bayern n'aurait pas quelques soucis à se faire en défense. Il y a Upamecano qui est absent, il y a De Ligt également qui est absent, Kimmich qui est suspendu. Il y a quelques trous en défense là au Bayern. Il y a quelques trous, mais vous avez devant le Bayern une équipe qui ressemble au panier, c'est-à-dire beaucoup de trous. Panier percé celui-ci. Ah oui, c'est-à-dire, lorsque vous essayez de regarder au moins, je serai d'accord avec Xavier Barré là-dessus. Oh. C'est-à-dire, ah oui, ça c'est... J'ai envie c'est- d'immortaliser ce c'est- moment. c'est Ça me historique rend- aussi, oui. Ça me rend Ouais, ouais. heureuse. C'est historique parce que, vous savez, bon, le Borussia, même si on parle de la saison dernière, moi, je ne voyais pas le Borussia. Et bien évidemment, ça aurait été un véritable braquage. C'est parce que Bayern était complètement malade, en agonie même. Mais quand vous essayez de regarder à part, peut-être 96-97, où le Borussia a vraiment été au-dessus du Bayern. Et puis, il y a eu les années 2011 Avec Lewandowski, jusqu'en 2013, ouais. parce que justement, vous aviez qui là? Vous aviez Lewandowski, vous aviez peut-être aussi Marco Marco Reus. Reus. Marco Reus qui, justement, en 2003, il avait seulement 23 ans aujourd'hui. Il a vieilli avec des blessures. Il y avait peut-être Mario Götze qui avait 20 ans à cette Mats époque-là. Hummels, ouais, Oui, il y avait une sans grosse- pour autant oublier Gundogan qui venait de recruter et qui n'avait que 20 ans. Donc, cette équipe-là avait détrôné, ridiculisé le Real Madrid. On se souvient, En Ligue des avec, Champions, ouais. en Bien Ligue sûr, des bien Champions. sûr. Donc, depuis cette C'était période-là, Jürgen Klopp l'entraîneur, il faut rappeler. Jürgen Klopp était entraîneur. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il appelait justement ce Gundogan-là le diamant du milieu de terrain. Donc, cette équipe avait une certaine dimension qui faisait peur à l'Europe. Or, depuis un certain temps, vous voyez, certes, on peut recruter quelques joueurs, mais c'est de façon épisodique, c'est comme des étoiles filantes, et c'est des gens qui ne confirment pas. Et aujourd'hui, le Bayern n'a même pas besoin à forcer. C'est presque toujours la même histoire. Contre le Borussia Dortmund, on joue, et puis c'est le Bayern qui gagne. Le Bayern, certes, a eu une désillusion cette semaine, mais je ne pense pas. Oui. Le Bayern ne va pas forcer. Surtout D'ailleurs, que- il y a un proverbe africain qui dit on n'utilise pas une hache pour tuer un pou. Surtout qu'en plus, là, côté Dortmund, il y a un Sébastien Haller qui est en panne de résultats depuis quelques temps. Là. Oui, il était titulaire en début de saison, mais effectivement, il est bien moins bon que la saison dernière lorsqu'il est revenu de sa maladie, où il avait été assez étonnant. Et du coup, le Borussia a débauché à Brême Füllkrug, le nouvel avant-centre de l'équipe d'Allemagne. Et ben forcément, s'ils l'ont fait venir, c'est pour qu'il joue. Et désormais, c'est Füllkrug l'avant-centre. Et Haller n'est même pas toujours le remplaçant, parce qu'il y a le petit Moukoko aussi qui est là. Donc du coup, ça fait que cette équipe de Dortmund, qui a quand même un bel effectif, attention, hein, c'est pas le dernier de la bien sûr. Bundesliga, ça reste le challenger numéro 1 avec Leipzig du Bayern. Mais ça reste un peu en dessous. Quand même. Mais oui, c'est un temps en dessous, parce que ce qu'on peut voir quand on regarde l'effectif, donc au-delà du fait que Sébastien Haller se retrouve sur le banc parce qu'effectivement il est en panne de confiance, c'est qu'il y a des jeunes joueurs qui souvent ne restent pas longtemps. On va peut-être parler d'ailleurs de Bellingham, qui était à Dortmund la saison dernière. Ouais. Vous en faites pas. Et puis, vous avez quelques anciens qui reviennent d'où? Du Bayern. Oui. Parce que Hummels, il était au Bayern et il vient à Dortmund parce qu'il est fini au Bayern. Niklas Zule, pareil, le Bayern ne l'a pas gardé. Emre Can, ça remontait un peu, mais il était au Bayern aussi avant. Donc, vous avez plusieurs anciens du Bayern qui, finalement, quand ils ne savent plus où aller, ils retournent à Dortmund ou ils vont à Dortmund. Donc, c'est une belle équipe. Il y a un public formidable, c'est un beau club, c'est une grande histoire, mais ça reste le numéro 2 derrière le Bayern. Avant qu'on se quitte, messieurs, avant qu'on quitte cette affiche-là et qu'on passe à la prochaine affiche, je vous propose un petit tour de table, un petit pronostic chacun.
pour cette rencontre, ce classiqueur, Rémi? 3-2 pour le Bayern. 3-2 pour le Bayern, 3-1 Bayern. 3-1. Ouais, je dirais 3-1 pour le Bayern aussi. Eh bien, c'est noté. On verra si vous avez raison. On débriefera ça lundi, bien évidemment, dans Radio Foot. Notre prochaine affiche, elle se déroule en France. Cette affiche en France, eh bien, elle se déroule à Marseille qui accueille Lille dans une ambiance entachée par les incidents de la semaine dernière. On se souvient, pour rappel, lors de la réception de Lyon, le match a été annulé à cause du caillassage des bus et des incidents qui ont eu lieu autour de la réception des supporters lyonnais. Ce match, il sera rejoué le 6 décembre, on l'a appris. Le président du LOSC a envoyé des courriers pour être certain que l'intégrité physique des supporters soit assurée. Et après cela, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même, Gérald Darmanin, qui a interdit aux supporters du LOSC de se rendre au Vélodrome. Et ce, à peine plus de 24 heures avant que cette partie ne se déroule. Alors, côté lillois, comment on fait pour préparer un match dans de telles conditions, Rémi Ngono? Je ne suis pas l'entraîneur lillois. Bon Mais néanmoins, j'ai cru je crois quand même que les Lillois peuvent avoir déjà un moral, un mental, en se disant, nous, aujourd'hui, nous sommes au-dessus de Marseille. Oui. Parce que, non seulement au niveau du classement, nous sommes devant. Oui, Lille est quatrième. Pour rappel, Lille est quatrième, Marseille est neuvième. Maintenant aussi, il faut savoir que Lille, pour le dernier match, a gagné contre Marseille. C'est-à-dire qu'en championnat, Lille a remporté par 2-1. Mais cependant, n'oublions pas que, justement, aussi l'année dernière, Lille avait perdu au Vélodrome par 2-1. Mais là, c'était peut-être Igor Tudor. Tudor, ce n'est pas ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Parce qu'il avait réussi un véritable début en trompe de la saison. Parce que d'ailleurs, il avait réussi à aligner 4 victoires, plus un nul. Donc, dans les 7 premiers matchs, il avait déjà 19 points. Nous sommes quand même à 9 matchs de Marseille. Marseille n'a remporté que 3 victoires. C'est-à-dire que c'est très faible quand on essaie de regarder les autres Marseille souvent. Alors, ce Marseille-là aujourd'hui, qui a obligation de résultat, parce que quand même il est très loin, même s'il a un match quand même en retard, ce Marseille-là risque de se lancer dans l'abordage. Or, justement, l'équipe de Lille s'est jouée en bloc et l'équipe de Lille peut faire très mal sur des contre-attaques. Et c'est pour ça que je dis que, attention Marseille, s'il faut justement se dire que nous devons absolument gagner ce match, eh bien ils vont tomber dans le piège de Lille et Lille s'en sortira parce que tout le derrière sera dispersé, sera bouleversé. Et puis, vous connaissez comment sont les flèches de Lille. François David, oui, ce match, il est crucial pour le podium. Oui, bien sûr, mais moi je pense déjà que Marseille, ce dont ils ont besoin, c'est un peu de normalité. Genre, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, par rapport à ce qui s'est passé même le début de saison avec Marcelino qui est parti, Gattuso qui est arrivé, Gattuso qui a fait une première victoire. Je pense que le meilleur résultat pour Marseille sera un bon 1-0. On gagne, on ne prend pas de but, on revient un petit peu dans la norme, dans les choses qui marchent. Mais c'est vrai que Marseille a besoin de points, effectivement. Maintenant, ça reste le début de saison. Je pense que Gattuso peut apporter quelque chose. On ne connaît pas, finalement. On ne sait pas si c'est un grand entraîneur ou pas. On va voir. On a vu un petit peu à Valence, à Naples. Ce n'est pas terrible non plus. Maintenant, je pense normalité. On ne prend pas de but. On en met un. On revient un petit peu dans les 6, 7, 8 places. 6, 7 premières places. Et après, on avise. Mais déjà, revenir à un truc un peu plus normal. Xavier Barré, vous êtes d'accord avec votre camarade catalan? Non, pas du tout. Ok, mais non, parce que l'OM n'est pas un club normal. L'OM ne se nourrit pas de normalité, l'OM se nourrit de passion, c'est un club de fada l'OM. Donc les supporters, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un entraîneur comme Gattuso, même si c'est pas un bon tacticien, c'est pas grave. C'est un gars qui est dans la zone technique, qui crie dans tous les sens, dans toutes les langues. Voilà, il s'identifie à ce genre de personnage. C'est comme ça le public marseillais, d'un public passionné. Oui, mais le contexte, il faut rappeler ce qui s'est passé effectivement la semaine dernière avant le match contre Lyon. Il y a eu des abrutis qui ont balancé des mais cailloux. Ça pèse forcément, ça pèse aussi sur le sportif.
Oui, ça pèse un peu sur le sportif, mais les joueurs, ils y sont pour rien dans cette affaire. D'ailleurs, le président Longoria a rappelé que tout ça, ça s'est passé à l'extérieur du sûr. stade. Donc, c'est un problème de sécurité publique. Alors, bien sûr, il y a, il y a du tempérament à Marseillais. Ils sont exubérants, ils sont souvent excessifs. Il y a quelques abrutis qui ont effectivement balancé ces objets sur le bus de Lyon. L'entraîneur a été blessé, le match a été Ce ajourné. n'est pas un acte On ne sait pas. isolé. On ne sait pas. C'est un acte régulier. C'est un acte qui s'inscrit dans la normalité. Dans la normalité marseillaise. Marseille. Ah Il voilà. n'y a pas qu'à Bon. Marseille. Il n'y a pas qu'à Marseille. Vous avez vu hier aussi à Copacabana ce qui s'est passé entre les supporters de Boca Juniors et le Fluminense sur la plage. Il y a eu Oui. des affrontements. C'est global. C'est oui, global. Il n'y a donc- pas que Marseille. Donc la bonne décision déjà du ministère de l'Intérieur, c'est d'interdire les déplacements de supporters. Oui, c'est bien ça. Ça a été interdit pendant un certain temps. Ah oui, vous êtes unanime, c'est bien. Oui, c'est non, unanime. mais bah faut oui, en arrêter. ce moment, oui. Il faut arrêter. Les forces de l'ordre aujourd'hui, elles ont d'autres choses à faire que de s'occuper de protéger les bus de supporters. Donc quand on va à l'extérieur, eh ben, on est chez l'adversaire. C'est tout, point barre, et on reste à la maison pour les autres. C'est triste, mais Donc c'est malheureux, mais au moins voilà, il y a d'autres priorités. Là, je pense qu'il se passera rien parce que du coup le bus de Lille, il va être super surveillé C'est sûr. pour éviter qu'il y ait à nouveau des incidents. D'ailleurs, les Marseillais n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des incidents parce que la décision de la commission de discipline de la Ligue ou de la fédération n'a pas été Non, toujours pas. confirmée. Toujours pas. Donc ils vont voir ce qui va se passer ce week-end. Si ça se passe bien, bah, le match va peut-être se jouer le match contre Lyon va peut-être se rejouer à Marseille. Donc je crois que c'est le 9 décembre ou le 6 décembre. C'est début décembre. À huis clos, ou alors sinon ils vont Le les 6 décembre, le 6 le décembre. 6 décembre, sinon ils vont les envoyer jouer à 3, pareil à huis clos. Donc Marseille, ils préfèrent jouer quand même au Xavier, Vélodrome. Donc Tu du viens coup, de dire tout quelque ça, chose qui est très grave. Le football, c'est pour les supporters. Si tu veux déjà dire que la France est un no man's land, c'est pas un état de droit, c'est-à-dire, tu dis justement que aujourd'hui on peut avoir des abrutis congénitaux, qu'on peut avoir des barbares, et que les forces de sécurité ont d'autres choses à C'est faire. vrai en ce moment. Mais attendez, C'est le, vrai en ce le moment, préfet évidemment. a dit, nous avons des drones, nous avons ceci, nous avons cela. Vous avez une armée, vous avez des missiles, et vous êtes incapable de contrôler quelques centaines de personnes. Mais attendez, comment est-ce que l'Angleterre fait? Comment est-ce que les autres pays font? Si aujourd'hui, les supporters qui payent, par exemple, les abonnements, qui disent que nous devons suivre notre club à tel ou tel endroit, et subitement vous dites que Non, les les autorités ont décidé ceci et cela. Xavier, arrêtez les ça. supporters Où est payent. la loi? Les Nous ne sommes pas dans un Calmez-vous, pays de messieurs, hors-la-loi. calmez-vous. les messieurs. supporters payent des abonnements pour regarder leur équipe chez eux. Eh bien, Ils jamais ont pour se déplacer aussi. Et après, Ah, mais s'ils se attendez, déplacent, toutes les équipes s'ils du se monde se déplacent, déplacent. c'est tout. Calme, Ils on se s'entend déplacent. plus, on Déjà, s'entend il faut qu'ils organisent les bus de déplacement, etc. Il y a certains clubs, ça a été le cas du PSG à une époque, qui avaient arrêté les déplacements On pour croirait que éviter la les France, c'est problèmes. l'Irak. Non, mais c'est trop Personne n'a trop dit ça, compliqué. Rémi. Parce Ah, mais que la France, c'est quand- pas l'Afghanistan. quand Personne n'a dit, mais arrêtez, quand personne Lille, n'a dit ça. heureusement, quand Lille arrive à Marseille, quand, Attendez. Mais calmez-vous, Rémi. Voilà, là, vous vous Quand- rendez compte que c'est vous pas dites possible. n'importe quoi, du coup, Quand- vous rigolez. quand le LOSC arrive à Marseille, s'il y a un bus de joueurs à sécuriser, ça peut se faire. Quand il y a je ne sais pas combien de bus de supporters qui descendent de Lyon ou même qui arrivent de Nice, c'est toute une armada qu'il faut déployer. Non, bah on arrête. On arrête. Et on Voilà, arrête ce on débat arrête. parce que là, franchement, ça ne mène à rien, messieurs. Autre belle affiche de ce week-end, ce sera en Angleterre, Newcastle-Arsenal. On va évidemment en parler dans Radio Foot la semaine prochaine, pas de crainte. En attendant, je vous emmène là où vous voulez aller, messieurs, je le sais, c'est en Espagne. C'est bon, Rémi, vous avez retrouvé le sourire? Oh là là, vous savez, nous étions ici la semaine dernière. Et puis, qu'est-ce que j'ai entendu avec Xavier Barré? Nous parlions du Classico la semaine On dernière. parlait du Classico. Et jusqu'à présent, il m'a invité dans les couloirs. Lui qui m'a dit qu'il mettait son épouse en jeu, qu'il mettait ses enfants en jeu, qu'il mettait son vélo en jeu. Aujourd'hui, Le vélo peut-être, mais les commence couches bien. j'en doute. Bah, c'est donc officiel, Vinicius vient de prolonger son contrat de 4 ans au Real. Il va rester au club jusqu'en juin 2027. Entre lui et Bellingham, Rémi, on est d'accord, le Real n'a pas trop à s'inquiéter. ah non, le Real, c'est bien évidemment le meilleur club d'Europe. C'est le paradis sur Terre, c'est le paradis du football. Et c'est là où tout ce qu'on appelle le champ magnétique, le champ d'attraction de tous les talents, c'est là où ils viennent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez quand même un gars comme Bellingham, nous on a pris à Dortmund
bien évidemment, un milieu de terrain. Nous, on ne savait pas qu'on prenait milieu de terrain, défenseur, attaquant, meilleur buteur et ballon d'or. C'est comme ça l'effet Real Madrid. Mais attendez, mais ça c'est déjà presque validé dans les prochains jours. Mais du coup, Vous avez un Vinicius aujourd'hui qui, vous vous rendez compte, lui seul a déjoué tout le Barça. C'est-à-dire que le grand maître Cruyff du Barça, qui est René, c'est-à-dire que Xavi, il a dû repositionner Araujo comme latéral, puis il a mis maintenant encore quelqu'un d'autre, un autre défenseur devant Vinicius. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, appel en profondeur ou bien pratiquement dans un petit boulevard, boum, boum. Ouais, enfin, on va pas tirer des grandes conclusions sur un résultat qui a été un hold-up parfait. Oui, on n'est pas là pour redébriefer le Classico, c'était il y a une semaine, Xavier. Non, on mais n'est ce pas que là je veux pour dire, c'est s'épancher que sur l'année le dernière, Classico. c'était 4-0 à domicile. Que le Real Madrid ait gagné, ok, mais qu'ils aient montré une supériorité sur 90 ou 98 minutes, c'est pas du tout évident. J'aimerais bien Ça qu'on se, revienne il gagne, aujourd'hui, il s'il gagne, vous plaît. il gagne sur un but avec une réussite maximale à la dernière minute. Allez, est-ce qu'on Donc peut- est-ce on qu'on peut verra, revenir à mon débat à la fin de D'accord. saison où on est le Real Madrid. Le Classico, ou le c'est Barça. terminé. Pauvre On passe à mon Xavier. débat. On passe à mon débat du jour. Je voulais savoir si Xavier, vous allez pouvoir me répondre vu que vous avez envie de parler entre Vinicius, entre Bellingham. Est-ce qu'il y a de la place pour Kylian Mbappé au Real Madrid? Ancelotti, et je l'avais souligné d'ailleurs la semaine dernière, sa force, c'est qu'il a réussi à faire une équipe avec les joueurs dont il dispose. Et il n'a plus véritablement d'avant-centre. Bon, il y a Rossellou qui donne un coup de main de temps en temps, mais il n'a plus d'avant-centre, il joue différemment. Donc pour le moment, ça paye. Le Real est assez efficace, à défaut d'être flamboyant. Ils sont en tête de la Liga, donc c'est bien. Mais voilà, il va falloir voir sur la durée quand même, parce qu'on se réjouit des jeunes, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de talent, Vinicius et Bellingham. Mais là, ils vont devoir enchaîner aussi les rendez-vous de Ligue des Champions, avec quelques jeunes qui ont 34 ou 33 ans comme Modric, ou 35 et 33 ans comme Modric et Kroos. Et il y a un moment où eux aussi risquent d'être un peu fatigués. Donc le Real a d'énormes qualités, c'est indéniable. Avec Mbappé, je pense qu'il serait plus fort. Oui, c'est évident. Vous êtes d'accord, François David? Bien sûr. On rajoute Kylian Mbappé à cette équipe-là, on sort. Alors que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Rodrigo, logiquement, serait lui qui pourrait céder sa place. Avec Bellingham, Vinicius, Tchouaméni, Camavinga qui a 20 ans. Les défenseurs sont un peu plus âgés, mais on n'oublie pas que Militao, avec 25 ans, il est blessé pour la saison, mais il aura que 26 ans. L'an prochain, c'est une super équipe. C'est une super équipe. Ils sont extrêmement bien entraînés en plus. On verra ce qu'il va se passer avec Ancelotti l'an prochain, s'il part ou non avec la Seleção, avec le Brésil. On croit savoir qui pourrait être le remplaçant. Zidane qui pourrait peut-être revenir pour la 3e fois. Ça vous fait des étoiles dans les yeux, tout Oui, ça. oui, parce que ça reste le Real Madrid, ça reste une équipe fantastique. Maintenant, ils ont quand même un rival extrêmement fort depuis presque 100 ans, qui, on va en parler, je pense, sort tous les ans maintenant des jeunes de son centre de formation, une tradition qu'on avait perdue On va en parler. depuis 4-5 ans. Mais en tout cas, pour le Real Madrid, j'aurais mes notes. On n'a pas encore vu le petit Arda Güler, le petit Turc, qui a 18 ans, pas beaucoup vu. Et il est blessé. Oui, mais là, il va revenir au bout d'un moment. Hendrik, le jeune Brésilien, il avait 16 ans, il a 17 ans maintenant. Il vient bientôt. Il va venir bientôt. Si Mbappé vient, non, ça va être une super équipe. Une super équipe. On parle de jeunesse, et bien parlons de celle du Barça, si vous le voulez bien. Oui. Barça, actuellement est plus jeune, si on fait la moyenne d'âge, plus jeune que le Real Madrid. Là, sur le Classico, j'aurais juste une seconde, Sarah Lou, on va pas refaire le match, mais le Classico, mais il manquait quand même. Alors, c'est pas un jeune, mais Lewandowski, il est arrivé sur la fin. Pedri, pour moi, le meilleur joueur, peut-être de la Liga, revient ce week-end. Il a quand même raté 9 matchs de Liga et toute la Ligue des Champions. Au passage, le Barça, comme le Real Madrid, ont gagné tous leurs matchs de Ligue des Champions. Et De Jong, bien sûr. J'avais noté aussi. Il y a des joueurs, je pense, hyper intéressants qui vont être vraiment prêts au top niveau d'ici 1 an ou 2 ans. En attendant, je pense que moi, tant le Real Madrid que le Barça, ça fait partie déjà des 2 des 5 meilleures équipes européennes actuellement.
On peut parler, vous l'évoquiez d'ailleurs la semaine dernière, Xavier Barré, du succès de la Masia, le centre de formation du Barça. Et on peut parler de ces jeunes qui font briller l'équipe en ce moment, avec le jeune Marc Guiou, 17 ans, qui a marqué au bout de 30 secondes il y a 2-3 semaines. Est-ce que cette nouvelle génération, elle donne de l'espoir au futur du Barça? Il faut rappeler ce qui s'est passé en 2008 quand Guardiola prend les commandes du club. Pep Guardiola, il arrive et puis il dit moi j'aimerais tel joueur. Et le président Laporta lui dit tu te débrouilles avec les jeunes du club parce qu'on n'a pas les moyens de les acheter. Et le président Laporta avait raison parce que d'autres derrière ont dépensé beaucoup d'argent et n'ont pas eu de meilleurs résultats. Guardiola aussi, on a dépensé. Il a pris Ibrahimovic, il a pris Vinsky à l'époque. Il en a pris quelques-uns. Mais en 2008, on lui dit ça. Et du coup, par exemple, un garçon comme Pedro, qui à l'époque ils étaient sur le point de le. Il le fait jouer, Bojan. il le valorise, Bojan bien sûr et d'autres. Et donc tous ces jeunes sont montés avec lui. Et puis après Guardiola est parti, ils ont continué avec Tito Villanova, avec Luis Enrique. Beaucoup sont restés. On continuait à incarner l'identité du club. Même certains qui étaient partis sont revenus. On pense à Cesc Fabregas, on pense à Jordi Alba, on pense bien sûr à Gérard Piqué. Et donc, cette marque de fabrique, c'est la force du Barça. Et donc, aujourd'hui, on a cette nouvelle génération qui arrive. On a parlé de... Alors, Pedri, il est formé au Baléares. Il est arrivé jeune, mais bon. Mais il y a Gavi, il y a Baldé, il y a Lamine Yamal. Alors, Ansu Fati, pour le moment, il est prêté à Brighton. Peut-être il restera là-bas, peut-être il reviendra, on ne sait pas. Mais donc, il y a beaucoup de jeunes issus de la Masia qui forment le socle de cette équipe du Barça. Et ça les renforce beaucoup. Bien sûr, ça les renforce beaucoup leur position au niveau du marché du football. Oui. Parce qu'à partir du moment où la moitié de votre équipe est déjà faite de jeunes formés au club, et ben pour votre recrutement, vous pouvez cibler vraiment des joueurs qui vont vous apporter un plus. Et en plus, je pense que c'est pour vivre là-bas, je pense que c'est très important pour les socios, pour les supporters, de voir vraiment des gens qui sont catalans ou issus vraiment de la Masia, qui les incarnent et qui incarnent une certaine idée de jeu. On reprochera jamais à Xavi de les faire jouer. Il peut perdre, Xavi. C'est plus compliqué au Real Madrid de perdre qu'au Barça, je pense. Actuellement, on est plus enclin à être à dire bon, voilà, au moins tu as fait jouer les jeunes, tu fais du beau jeu et les résultats viendront. Je suis quand même surpris qu'on me parle de la marque Masia. Je crois que le club le plus endetté d'Espagne, c'est le Barça, qui a acheté des vieux joueurs ailleurs. On parle d'économie, j'avais justement une question. Et je continue d'abord sur le cas de la Masia, sur ces rêves-là. J'ai dit que la Masia produit au moins 80 joueurs par an. 80. Je vous fais comprendre que depuis que le Barça a créé la Masia, seuls 194 joueurs ont porté le maillot du Barça. Et combien ont réussi? Parce que c'est ce qui se dit aujourd'hui. Je vais vous dire donc, ceux qui ont réussi, je vais donc vous dire, Bojan, on nous disait c'est le nouveau Messi. Il a fait une dépression. Bon, il a fait une dépression. Je crois que tu connais Ansu Fati qu'on nous présentait hier comme le nouveau Messi. Et il se trouve où? J'espère au moins que tu connais là où se trouve Deulofeu. Deulofeu qui avait le feu dans les jambes et dans le feu. Maintenant, je voudrais que tu me dises où est parti. Les coups sont partis, les marques Bartra et consorts. Je voudrais que tu me dises même des gens comme Dongo, Jean-Marie Dongou. C'est-à-dire qu'on nous disait c'est le futur Eto'o. Il venait du Cameroun. Il est maintenant perdu, je ne sais dans quelle planète Mars. Je veux parler de plein de gens. J'ai dit, il y a un proverbe africain qui dit tous les œufs ne donnent pas de coq. Rémi, j'ai une dernière question. On va regarder combien il y a de joueurs formés au Real. J'ai une dernière question. Elle s'adresse à François David. Et on va parler de la valeur du Classico finalement qui a pu sembler un peu moins attractif dernièrement. Est-ce qu'avec ce nouveau tableau, cette nouvelle physionomie qui se dessine, eh bien finalement le Classico peut monter en valeur parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la Liga, le Classico, en termes économiques purement. C'est l'affiche et le match le plus important du monde, toujours, je pense. Maintenant que des joueurs comme Lamine Yamal qui vont prendre en valeur Baldé, Mbappé, s'il vient... des joueurs très importants. Oui, forcément, on ne reviendra peut-être pas à l'époque de Messi, Cristiano Ronaldo, quoique. Mais on peut y penser. Mais ça reste toujours... moi, à Barcelone, j'y étais au Classico. L'atmosphère qu'il y avait, l'électricité qu'on sentait même dans la ville, on la sentait parce que c'était le Real Madrid qui venait à Barcelone. Et ça restera, je pense...
pendant très longtemps, si ce n'est pour c'est- toujours. Et en plus, là, on a vu, il y avait un petit peu de glamour quand même. Oui, surtout, il y avait Les Gundogan. Rolling Stones étaient là. Gundogan qui n'est pas Les formé Rolling Stones au étaient Barça. là. Et il y avait Gundogan, le meilleur joueur, qui n'est pas formé au Barça. Continuons. Bon, on n'a jamais dit continuons, toutes les- d'accord. Ouais. Bah, maintenant, vous me donnez des preuves, vous me donnez des ordres, Rémi. Continuons, et bien c'est noté. Merci C'est pas bien beaucoup. ça, Rémi. Non, ouais, c'est c'est pas C'est pas pas bien, bien. c'est Ah pas bien, d'accord, pas j'ai bien. eu peur un instant. Faut pas me Pas donner bien, des pas ordres. bien, C'est pas moi bien. qui donne les ordres et maintenant on Bien passe sûr. au carton. Carton jaune. Un carton qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons, comme chaque semaine, on débute par vous, par ceux des auditeurs. C'est votre séquence à vous, c'est les cartons des auditeurs. Bonjour Café des Sports, c'est Eugène Ramazan et Grace Mopipi depuis Kinshasa. Notre carton est vert à Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, l'idée de foot. Depuis que le foot a commencé, qui est devant Cristiano Ronaldo et qui vient de rapporter son 8e ballon d'or sans contestation. Coup de chapeau à toute l'Argentine. Ciao. Bonjour à vous, Café des Sports. Alors aujourd'hui, mon carton, il est rouge et il est destiné à Lionel Messi et ses copains de la FIFA et de France Football, machin, je sais pas quoi. Mais quand est-ce que vous allez arrêter de vous foutre de nous? À chaque fois que Messi fait un truc qui est un peu parfait au cours de la saison, bim, il a le ballon d'or. Mais quand est-ce que ça va arrêter? Merci à vous. Bonjour Radio Lomé, ici c'est Béni Stade depuis Togo Palimé. Alors mon carton il est vert, je l'adresse à l'équipe féminine de FC Barcelone qui a été sacrée meilleure équipe féminine de l'année. Alors Rémi Ngono, il faut faire signe aux filles du Real Madrid pour qu'eux aussi ils fassent des efforts. Merci. Bonjour, je m'appelle Jimmy Voulembera. Je suis un auditeur du Café des Sports depuis Washington DC. J'ai un carton vert que j'attribue au Real Madrid pour sa victoire contre le Barça lors du Classico le dimanche dernier, mais aussi pour l'ensemble de sa performance depuis le début de cette saison de Liga. Bonjour Radio Foot International, moi je m'appelle Ismaël Abdoulaye d'origine centrafricaine, j'habite ici aux États-Unis. J'ai attribué mon carton vert directement à Jude Bellingham, à la doublée qu'il a fait devant FC Barcelone la semaine passée. Merci beaucoup à vous et bonne émission et je salue Rémi Ngono au passage. À la Madrid! Ici c'est Romial depuis N'Djamena. Mon carton d'aujourd'hui il est vert. Vert adressé à l'endroit du centre de formation du FC Barcelone, La Masia. Un centre de formation qui à chaque fois nous régale en nous fournissant des meilleurs jeunes joueurs. Chapeau La Masia, chapeau FC Barcelone. Xavier Vallée, je vous salue. Moi c'est Abdrahim Bari depuis la Guinée-Conakry. Je donne un carton rose au Bayern Munich qui a été éliminé par un club de 3e division. 3e division. C'est pas possible. C'est Brem Thiam depuis Sénégal, plus précisément à Kaolack. Carton vert, je le donne à Bouli Junior Samb, l'attaquant de Wydad Casablanca, qui vient juste de qualifier son équipe en finale pour la Super League. Merci et passez une très bonne soirée. Bye bye. Salut Radio Foot International, Kamisoko Sekou depuis les Émirats Arabes Unis. Mon carton est vert adressé au joueur colombien Luis Diaz pour le soutenir suite au kidnapping de ses parents. Ciao et bonne émission. Bonjour à toute la grande famille du Café des Sports. Je suis Elias Touamba depuis Abidjan et j'adresse un carton rouge aux supporters qui ont caillassé le bus de l'Olympique lyonnais et qui ont fait des blessés. Plus jamais ça à Marseille. Je suis Marseillais, je prône la paix, j'aime le sport, je prône la paix. Bonne suite d'émission à vous. Salut Café des Sports, ici le DSI Nouévé. Je donne un carton vert à tous les supporters qui ont compris que soutenir le football local, c'est contribuer à son développement. Rendez-vous ce 5 novembre au stade Issoufou Joseph Konombo à partir de 15h30 pour soutenir l'Asfa Yenenga et l'étoile filante de Ouagadougou. Le Fasiko, ça se joue au Burkina Faso. Bravo pour le Fasiko. Le Fasiko le 5 novembre à 15h30 temps universel. Le rendez-vous est pris. Messieurs, c'est qui vos chouchous dans le Fasiko? J'ai envie d'une nouvelle rivalité. L'étoile filante. L'étoile filante.
C'est l'heure de vos cartons à vous, messieurs. On commence par vous, Xavier. C'est un carton jaune, s'il me Oui, un jaune à quelqu'un que j'aime bien, Kylian Mbappé, parce que j'ai pas du tout aimé la façon dont il a chambré le public de l'Armoricaine à l'issue d'une difficile victoire contre le Stade brestois dimanche dernier. Mais je sens une petite implication personnelle là-dedans. Oui, non, mais franchement, qui réserve ses sarcasmes pour les grands matchs de Ligue des Champions face à des adversaires, effectivement, de son niveau, du niveau du PSG. Là, il joue à Brest, il gagne seulement 3-2 contre un club qui a beaucoup de mérite d'être là en première division après avoir souvent connu des difficultés. 3 buts en finale de Coupe du Monde, on peut se permettre de faire quelques petites choses parfois. Oui, non, mais bon, franchement, il est au-dessus de ça normalement, donc voilà, qu'il fasse attention à l'avenir. Rémi, votre carton à vous, il est rouge. Rouge à Eric Ten Hag, qui aujourd'hui n'est pas critiqué par Xavier Barré. Et pourtant, ce monsieur-là, il a eu tout ce qu'il fallait et on nous a dit que c'est Cristiano Ronaldo qui embêtait et que maintenant il voulait les joueurs à son niveau. Il a quand même dépensé en 18 mois 450 millions d'euros pour finalement aujourd'hui encaisser seulement les 3-0 à domicile. Depuis 61, Manchester United a le plus mauvais départ de toute son histoire. Donc aujourd'hui, je me pose des questions. Parce qu'au lieu de critiquer Ten Hag, on critique plutôt les joueurs. Et pourtant, à l'époque de Mourinho, qu'est-ce qu'on a fait? Mourinho a gagné 3 trophées. C'est la direction qu'il faut critiquer. 3 trophées. 3 trophées. J'ai dû dire 3 trophées. Mais aujourd'hui, vous l'avez liquidé. Vous l'avez critiqué, monsieur Xavier Barré. Et pour aller prendre qui? C'est toi qui nous vantais. Ce monsieur qui vient des Pays-Bas, il joue un bon football. Et je t'ai dit, quel est son bilan? Quelle est son armoire? Quel est son palmarès? Tu m'as dit qu'il allait remporter tout. Et malheureusement, il y a un proverbe africain qui dit « Ne fais pas confiance à un coiffeur qui lui-même est chauve. » L'an dernier, ils font 3e, Manchester United, avec le même entraîneur. Donc, François David, votre carton à vous, de quelle couleur est-il? Alors moi il est vert. Alors je vais revenir sur un joueur qui fait pas partie de la Masia justement, mais Jérémy Mathieu, qui a été un bon joueur. Ouais, oui, plus beaucoup. Sur la fin, surtout, je n'avais plus beaucoup. Mais c'est un joueur hyper discret, qui a quand même été international. Il a joué au Barça, il a joué à Valence. Il a pris sa retraite dans l'anonymat général. En plus, moi, je le connaissais un petit peu personnellement. On avait des relations très cordiales. C'est un super mec. Et simplement, voilà, ça faisait plaisir de lui faire ce carton vert. Eh bien, on le prend, le carton de Radio Foot. Lui aussi, il est vert et il va aux footballeuses camerounaises qui avancent peut-être doucement vers une possible qualification pour les Jeux Olympiques. Les Lions indomptables ont renversé l'Ouganda 3-0 il y a quelques jours après s'être incliné 2-0 à l'aller. Donc une belle remontada. Il leur reste une série de matchs aller-retour à disputer afin de savoir si elles seront bien à contre Paris. Le Nigeria. Oui, contre le Nigeria pour rugir au jeu. Donc, prochaine rencontre contre le Nigeria, ça s'annonce un petit peu corsé, hein, on est d'accord, Rémi? Très compliqué. Oui, mais ça peut se faire. Ça peut. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et puis, si tout se passe bien, eh bien, elles vont affronter le gagnant de Tanzanie, Afrique du Sud. On leur souhaite beaucoup de courage. Je pense que vous m'accompagnez, hein, non, Rémi? Bien évidemment. Allez les lions, sortez vos dents. Ne sortez pas vos seins. Rémi, c'est vrai que le plateau de cette tournoi olympique de football est beaucoup plus réduit que le plateau des Jeux Olympiques, que de la Coupe du Monde, où il y a beaucoup d'équipes, et donc c'est plus difficile de se qualifier. Et c'est sur ces beaux encouragements qu'on va se laisser. Merci d'avoir suivi ce Café des Sports à nos côtés. Merci aussi pour vos cartons chaque semaine que vous nous envoyez, des cartons qui nous font sourire, parfois qui nous émeuvent également. Donc n'hésitez pas à nous envoyer toujours plus de cartons sur le numéro de Radio Foot. Vous le trouvez sur la page Facebook de Radio Foot International. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. On vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de RFI ou bien au visionnage de France 24.